Bonjour à toutes et à tous. On va commencer les travaux si vous le voulez bien. Nous allons être ensemble pendant 2 heures. 2 heures où nous allons débattre sur le sens du travail. Donc, je vais vous présenter la tribune. Donc, vous avez tout de suite à ma droite Magali Vallée, qui est administratrice CGT au conseil d'administration du groupe Orange. Vous avez Danielle Linhart, sociologue, qui s'intéresse plus particulièrement à l'évolution du travail. Danielle est autrice, entre autres, de l'album Le Burn-out, Travailler à perdre la raison, qui est paru en 2019. Elle est également autrice de l'ouvrage L'insoutenable subordination des salariés, qui est paru en 2021. Et je vous présente Caroline Blanchot, qui est la nouvelle secrétaire générale de l'UGICT CGT. Donc c'est l'Union générale des ingénieurs cadres techniciens, voilà, qui s'occupe plus particulièrement des salariés ingénieurs cadres et techniciens. Je tiens à saluer la présence aussi de Madame Garde, qui est la directrice Gardès, excusez-moi, directrice de l'engagement salarié au DRH Group. Voilà. Donc, par rapport à cette table ronde, ça va être divisé en 3 parties. Nous allons d'abord diffuser deux films de 3 minutes environ de salariés d'Orange qui vont parler de leur vision de leur travail. Après, je passerai la parole à Magali, qui nous parlera de la stratégie d'Orange. Daniel, qui nous donnera son œil de sociologue. Et enfin, Caroline, qui tentera de nous proposer des solutions, enfin qui ne tentera pas, elle nous les proposera, les solutions de la CGT. Et après, on aura un échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez aux personnes présentes sur la scène, et ou parler de votre vécu, parce que je pense que c'est important aussi. Voilà, donc Stéphane, si tu veux, tu peux lancer les films. Aujourd'hui, je pense que le principal problème du sens du travail à Orange, c'est le fait que nous ne travaillons plus pour des clients et pour des statistiques, des indicateurs de performance. Il y a une déconnexion du terrain et de la réalité qui fait qu'on ne peut pas produire un travail efficace. Et quand on ne produit pas un travail efficace, on a le sentiment d'avoir gâché sa journée, d'avoir un travail non abouti, ce qu'on appelle souvent le travail empêché. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui le principal problème. Ce n'est pas possible, on nous demande des choses à produire qui ne serviront à rien. Et ça aujourd'hui, c'est la perte de sens. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, la direction, encore une fois, s'appuie sur des chiffres, des statistiques ou des idéologies un peu mondiales, globalisées, qui font que le petit client qui n'a plus de téléphone au fin fond de la Beauce ne sera pas une priorité. Car en effet, on nous annonce qu'on va relier tout le monde à la fibre. Et en fin de compte, à la moindre difficulté, on s'aperçoit que le client n'existe plus, que c'est plus du tout une priorité. Alors ça me gêne dans le sens que souvent on a le sentiment de non-aboutissement. On a l'impression d'avoir mal travaillé, de ne pas avoir produit quelque chose d'utile. Du coup ça peut conduire à de l'énervement. Et le problème de l'énervement, c'est que ça ne s'arrête pas à la fin de la journée. On rentre avec chez soi. Donc ça peut déposer des problèmes dans le privé, avec la famille, etc. Après il y a aussi l'autre sentiment qui est plutôt l'abattement, c'est-à-dire qu'on est abattu, on se demande à quoi on sert, est-ce que ça vaut vraiment le coup de venir puisque ce qu'on fait ne sert à rien. Et ça, c'est un sentiment aussi qui peut, on l'a déjà vu plein de fois, peut conduire au burn-out, à la dépression. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui me gêne profondément dans la perte du sens du travail. Parfois, on se demande à quoi on sert. Il faudrait vraiment qu'on revienne à avoir, pour que les gens aient une perception du travail bien fait. Moi, j'appelle ça un peu la valeur travail. C'est-à-dire de servir à aider, à construire, d'améliorer le quotidien des gens. Moi, j'ai un peu le sentiment d'être entré dans une entreprise
à l'époque s'appelait France Télécom, et on amenait quelque chose. On faisait partie de la société, on amenait quelque chose à la société. On n'était pas juste des vendeurs de biens ou de services qui, grosso modo, sont juste inutiles. Et moi, je pense qu'il faudrait vraiment revenir là-dessus. Moi, je pense qu'on devrait revenir à avoir un système de valeurs, que le client qui paye 1 000 € par mois ne vaut pas plus cher que la petite dame qui est au fin fond de la campagne. Donc, je pense que c'est ça qu'il faudrait vraiment remettre. Qu'on ait qu'on ait un vrai respect du client et du travail. Et ça, pour moi, il faut vraiment stopper, c'est ce que je disais tout à l'heure, la centralisation, faut arrêter. Faut arrêter de se reposer sur des grandes directions mondiales qui vont gérer la télé, les banques. Et... En conclusion, pour moi, pour revenir à vraiment ce qu'on retrouve un sens dans notre métier, il faut stopper la logique financière de nos actionnaires et revenir à un vrai travail qui fait avancer la société pour le bien de la société. Je trouve que ce qui a moins de sens dans notre travail, c'est qu'en raison de la diminution drastique des effectifs, par exemple, moi, dans mon service, nous étions une dizaine il y a 1 an, alors que là, nous ne sommes plus que 3, dont 2 en temps partiel. Donc, ce qui n'a plus de sens, c'est que la majeure partie de nos activités ont été externalisées. Et donc, on se retrouve avec une partie du métier qui n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce que j'appelle du passe-plat, c'est-à-dire qu'on prend le ticket d'incident et on l'envoie vers un niveau supérieur, un niveau 2. On ne traite plus les incidents nous-mêmes parce qu'on ne sait pas faire. Et donc, nous sommes devenus des boîtes aux lettres, ni plus ni moins des boîtes aux lettres. Et donc, dès qu'on pose la question de nouvelles activités sur lesquelles on voudrait monter en compétences, eh bien, on nous objecte notre sous-effectif pour nous cantonner à ces activités où on a l'impression d'être des robots et où on se dit qu'on est cher payé pour des intelligences artificielles. Donc, c'est assez déstabilisant parce que c'est une perte du sens technique. Nous sommes avant tout des gens passionnés de technique et on a envie, on a à cœur de résoudre les problèmes, d'aider les collègues sur leur poste de travail, sur leurs applications informatiques. Et c'est cela qui nous donne du sens à notre travail, c'est ce sentiment d'avoir pu les dépanner dans des temps corrects et d'avoir pu les dépanner réellement pour qu'ils puissent faire leur boulot le mieux possible. Et donc, si maintenant on a perdu toutes les applications où on arrivait à dépanner nos collègues, toutes ces applications qui ont été sous-traitées et qu'il ne nous reste que des activités de boîte aux lettres, de passe-plat, c'est assez déprimant parce que du coup, notre travail est pas très très riche. En tout cas, c'est très très appauvri par rapport à ce qui pouvait être il y a 1 an ou voire 5 ans en arrière. Donc ce qu'il faudrait faire pour que nos métiers de l'informatique retrouvent du sens, bien c'est d'abord embaucher massivement des jeunes sortis des écoles qui pourraient nous apporter déjà leur savoir, leur point de vue. C'est essentiel aussi pour améliorer l'ambiance dans le service. Donc l'embauche, je pense que c'est nécessaire pour permettre d'avoir une équipe suffisamment taillée pour prendre des activités informatiques intéressantes, c'est-à-dire des activités où on va résoudre les problèmes des collègues et non pas se contenter
de transférer les tickets à d'autres équipes. Donc voilà deux témoignages qui sont assez révélateurs de ce qui se passe. Je voulais commencer un peu comme ça. En avril dernier, nous avons fait la conférence de l'Union fédérale des cadres, donc de notre fédération, qui a réuni une centaine de cadres syndiqués à la CGT, majoritairement à la Poste et à Orange. Le thème de cette table ronde était le sens du travail, comme aujourd'hui, et tous les témoignages, tous démarraient de la même façon. Ils ont tous dit qu'ils aimaient leur métier, qu'ils n'avaient pas de problème. Et au fur et à mesure que la parole se libérait, à la fin, on se dit, si t'as pas de problème, voilà quoi. C'était assez impressionnant. On a fait aussi 2 consultations. Donc, une consultation sur l'ensemble des salariés d'Orange, quel que soit leur statut, et une autre consultation en direction plus spécifiquement des cadres d'Orange. Et dans cette consultation, 41% des répondants, donc il y avait en gros 1200 cadres qui ont répondu à cette consultation. 41% des répondants sont en désaccord avec la stratégie. Donc c'est quand même assez impressionnant. Et donc je vais demander à Magali si, par rapport à cette fameuse stratégie, si elle pouvait nous en dire quelques mots. Oui. Merci Sophie. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas physiquement peut-être, donc je suis Magali Vallée, je suis votre élue au conseil d'administration. Donc je représente les salariés et la CGT. Et donc j'ai à cœur de défendre vos intérêts, ceux également de l'entreprise, et puis de me prononcer pour ou contre les projets qui nous sont présentés. C'est souvent contre, malheureusement. C'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que les différents plans stratégiques qui nous sont présentés ne sont pas toujours en phase avec nos positions, nos revendications CGT. Je vais vous parler peut-être de la stratégie, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce que je me suis questionnée en disant qu'est-ce que j'allais vous dire, comment j'allais présenter les choses. On a peu de temps et je pense que le plus important, c'est qu'après, on a un temps d'échange et de questions-réponses. Et donc, je me suis fait un petit focus en disant, moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, c'était en 97, je suis arrivée à France Télécom, j'étais la première CDD dans un bâtiment d'environ 100, 150 personnes, où il y avait, ça va vous rappeler des souvenirs à certaines et certains, un accueil physique pour les pros, pour les particuliers, un point de paiement, un SAV, un accueil pour les services clients pro, le 10-14, enfin bon, bref, il y avait tout le monde et on se connaissait tous et toutes. Et si on avait besoin, on avait juste à aller se voir. On allait dans les étages et puis on pouvait se parler et puis échanger, se questionner. Et quand il y avait une problématique, il y avait un directeur de site et il y avait des demandes d'audience, forcément. Et ce temps-là, en fait, quand le directeur du site il est parti à la retraite, il n'a pas été remplacé. Moi, je suis de Saint-Nazaire. Le directeur, il est parti sur Nantes. Enfin, c'est un directeur de Nantes qui a été nommé. Et puis après, il y a eu les départs en CFC. C'était le début des TPS. Et en fait, tout ça pour dire que le centre des décisions, c'est de plus en plus éloigné du terrain de nous. C'est-à-dire que à chaque fois, on disait, non, c'est le national. Ça a été très rapidement au niveau national. Et on a été un petit peu, les années sont passées. On a eu malheureusement la crise sociale et des événements dramatiques. Ça a été des réorganisations et de la réduction des coûts. Et aujourd'hui, on en est toujours dans cette phase-là. Les plans... alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on s'appelle Orange qu'on a un nom qui veut que les anglicismes perdurent et que les plans ils aient des beaux anglicismes. Mais en fait, cette stratégie de réduction de coûts, elle perdure dans le temps et c'est une accumulation et malheureusement, ce sont les salariés, c'est au détriment des salariés. Aujourd'hui, alors j'ai pris, parce que je la connais, la stratégie, mais je me suis dit, je vais vous rappeler quelques petits chiffres, mais rapidement, parce qu'en fait... c'est pas le plus important, mais on est un groupe avec un chiffre d'affaires en 2022 de 43,5 milliards, avec 136 000 salariés. Nous sommes présents dans 26 pays en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, et nous avons 287 millions, dont 241 mobiles, haut débit 24,3 et puis 13 sur le FTTH.
Ce nouveau plan stratégique qui a été mis en place l'année dernière, au mois de février, donc vous savez, après la dissociation des fonctions, donc avec la nouvelle directrice générale et le président. Donc moi, quand je siège dans cette instance, je suis toute seule, je ne suis pas comme certaines d'entre vous en délégation. J'ai connu la phase de transition avec le départ de Stéphane Richard, donc les premières séances, elles ont été difficiles, compliquées. Une nouvelle instance à appréhender, et puis... c'est un conseil d'administration à 15 personnes nous sommes que 3 représentant les salariés et puis il y a des indépendants. Il y a par exemple le PDG de Carrefour, M. Bompard, entre autres, parce qu'il est connu, je le cite souvent parce qu'il est connu. Et la voix des salariés, c'est vrai que c'est compliqué parce que je le dis souvent, il faudrait qu'on soit plus nombreux à représenter les salariés. Moi, j'aimerais bien qu'on soit au moins 2 à la CGT, voire plus, pour porter nos idées, parce qu'en fait, on me le dit souvent, qu'il est important qu'on confronte nos idées, parce que les indépendants, ce sont des PDG, et puis ils amènent leurs idées, mais en tous les cas, moi j'ai à cœur de faire porter tout ce qui se passe sur le terrain, tout ce que vous pouvez nous faire remonter, le vécu des salariés, et puis pour essayer qu'on en prenne connaissance, parce que moi dans cette instance, c'est un autre monde, vous imaginez bien. Donc la stratégie, et j'y reviens, c'est renforcer l'excellence client, capitaliser nos infrastructures, repositionner nos activités BNB et développer la cyberdéfense, et poursuivre la croissance MEA, donc Afrique, Moyen-Orient. Les salariés, eh bien, pour moi, on n'en parle pas souvent de l'humain. Alors aujourd'hui, c'est le sens du travail, mais leur travail est au cœur de nos débats, parce qu'en fait, il y a beaucoup de sujets où on parle trop de la finance, de la stratégie financière. Alors c'est une chose, mais pour moi aussi, c'est comment nous travaillons. Moi, j'ai à cœur de dire que moi, j'ai connu France Télécom, j'ai pas connu les PTT, mais bon, j'ai des collègues qui m'en parlent régulièrement. On a toujours eu cette culture d'entreprise, ce savoir-faire, ce savoir-être, un professionnalisme, parce que les anciens collègues, c'était des fonctionnaires, et qui avaient à cœur de bien servir les clients. Ça a été dit dans le reportage vidéo de Rémi, que je connais très bien. C'est savoir faire son travail et rendre service et le faire du mieux possible. Et ça, cette notion-là, quand elle est plus au cœur tous les jours des activités des salariés, quand il n'y a plus de sens au travail, ça ne va plus. Et cette perte-là, moi je l'ai dit encore à la directrice générale et au président récemment, je leur ai dit, on est une entreprise, on ne pourrait pas chasser toute l'histoire, tout notre passé, toute notre historique. Les salariés, ils veulent bien faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. On ne peut pas devenir une start-up, on ne peut pas considérer qu'on est... effectivement, il faut peut-être transformer. Moi, j'entends des mots de transformation, rationalisation. Enfin, c'est des termes... Et en fait, il faudrait peut-être redonner du sens sur le terrain, parce qu'en fait, des grands mots, des grands termes, ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, dans des activités qui sont vraiment... très compliqué, parce qu'en fait les salariés se sentent, pour certains, on leur dit d'aller en filiale, on leur dit que leur boutique va fermer, qu'il va y avoir des transformations importantes, qu'il faut chercher du travailleur, se former, mais comment faire? Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées, donc la sous-traitance, la filialisation, et je ne pense pas que ce soit la solution, parce qu'en fait les salariés, ils veulent travailler dans les meilleures conditions, ils veulent garder leur emploi et on travaille tous de la même manière. À travail égal, salaire égal, c'est déjà quelque chose qui est déjà ancien, mais je crois que je vais m'en arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps j'en suis. Si tu as des choses à dire, il faut que tu le dises. Oui, mais pour autant, je pense que ça, c'est des notions que vous connaissez déjà, mais qu'on peut creuser. Daniel peut-être en parlera dans le terme peut-être plus générique. Pour autant, je pense que on doit écouter, et parce que la direction générale va sur le terrain rencontrer les salariés, mais est-ce que pour autant ils parlent vraiment de leur activité, de leur travail? Comment est-ce qu'ils travaillent? Comment est-ce qu'ils veulent travailler demain? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a
je ne sais plus son prénom, qui m'a posé la question tout à l'heure, l'intelligence artificielle, ce sera à l'ordre du jour d'un comité stratégie technologique dans un mois. Et je pense que c'est vrai que ça va faire évoluer nos métiers. Mais pour ma part, il faut que ça évolue en positif, qu'on ait moins de charges de travail, qu'on travaille dans de meilleures conditions, qu'on peut-être une réduction du temps de travail. Enfin, c'est tout ça, tous ces sujets-là qui doivent être embarqués pour demain et pour qu'on puisse continuer à travailler, qu'Orange continue à avoir des salariés qui soient engagés, qui travaillent dans de bonnes conditions. Je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci Magali. Et pour conforter un peu les propos de Magali, je continue sur cette fameuse consultation qui est... donc vous avez un tract dans vos pochettes et nos camarades qui ont travaillé sur cette consultation vont nous faire quelque chose de beaucoup plus fouillé qu'on pourra consulter dans quelques jours, je peux dire. Semaines. Allez, 2 semaines, 3 semaines. Et donc, dans cette consultation, le manque de reconnaissance est assez présent avec 35% des répondants qui disent qu'ils aimeraient avoir une meilleure reconnaissance via le salaire. Ils sont assez nombreux, 27%, à dire que la charge de travail est inadaptée, soit une surcharge de travail, soit un manque de travail. Ça existe. Et la perte de sens du travail arrive en 4e position, ce qui est quand même assez impressionnant, quoi, aussi par rapport à ça. Ce qu'on constate aussi, c'est que les demandes de congés de maladie sont en augmentation, tant en nombre qu'en durée. Le mal-être est croissant et c'est aussi présenté. Il n'y a pas que la consultation qui le dit. Les médecins du travail, dans leur rapport, le disent. Et également la dernière enquête sur le stress et les conditions de travail de CECAFI. Daniel, par rapport à toutes ces questions, vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, volontiers. Alors, tout d'abord, je précise que donc, je suis sociologue du travail et à ce titre, j'avais participé au conseil scientifique de l'Observatoire du stress et des mobilités forcées de France Télécom. Donc, j'ai pu suivre un petit peu l'évolution qui a mené quand même à un désastre, lequel a été condamné en justice au titre du harcèlement institutionnel. Ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que France Télécom a été un laboratoire d'expérimentation en termes de transformation des mentalités, en termes de transformation des structures, et que France Télécom a peut-être été la première entreprise du secteur public à intégrer les procédures et les valeurs du management privé. Moi, je me souviens toujours, c'est une anecdote que je raconte parce qu'elle est très illustrative quand même de toutes ces démarches, que à la fin des années 90, j'avais été invitée à un séminaire de cadres pour présenter des analyses sur l'évolution du travail. Et à la fin, il y a un cadre visiblement supérieur qui est venu et qui m'a dit « Madame, est-ce que vous savez quel est mon vrai travail ?» Je dis « Non, évidemment. Quel est-il ?» Et il m'a dit « C'est de produire de l'amnésie. » Donc c'était France Télécom, fin des années 90. Produire de l'amnésie, mais pourquoi ? Alors il m'a dit parce que nous allons prendre un virage vers la commercialisation et il nous faut faire le vide dans les esprits de nos agents qui sont motivés exclusivement par des valeurs du service public. Donc il faut expurger les esprits de ces valeurs du service public pour faire la place aux nouvelles valeurs commerciales. Et d'accord, mais comment est-ce qu'on fait pour produire de l'amnésie ? Et il m'a dit, madame, c'est simple, il faut secouer le cocotier. Il a fait comme ça. Et je dis, mais encore, qu'est-ce que ça veut dire secouer le cocotier ? Il m'a dit, mais c'est introduire du changement dans les structures, casser les réseaux de complaisance, casser les routines, enfin, faire en sorte que les salariés, les agents, se trouvent un peu en difficulté, à découvert, pour accepter d'intégrer les nouvelles valeurs marchandes, commerciales. Bon, moi je crois que ça dit absolument tout de l'aventure tragique qui a frappé France Télécom, parce qu'on est passé d'une entreprise qui était reconnue quand même dans le monde entier
pour sa qualité technique exceptionnelle, avait un corps de professionnels extrêmement motivés, extrêmement de pointe. Et puis, quasiment du jour au lendemain, on a introduit des pratiques, des dispositifs, des stratégies délétères qui ont déstabilisé, qui ont mis à mal le personnel. Vous le savez très bien, avec cette injonction, il faut faire partir par la fenêtre ou par la porte 22 000 agents. Et là aussi, le modèle qui s'est instauré, on peut dire, dans le cadre de ce laboratoire d'expérimentation, ça a été la pratique du changement permanent. C'est ce que le cadre supérieur avait indiqué. Il faut tout bouleverser pour que les gens se sentent suffisamment malheureux, mal à l'aise, déstabilisés pour avoir envie de partir. Et ça, là, il y a quelque chose d'une perversité, c'est-à-dire véritablement motiver des cadres pour qu'ils focalisent leur travail sur la maltraitance d'un certain nombre de personnes afin qu'ils acceptent de partir d'eux-mêmes. Voilà. Tout le drame, la tragédie de France Télécom, qui a abouti au procès qu'on connaît bien, ça a été d'attaquer justement la professionnalité des agents. C'est le point le plus important. Et ça, c'est une logique d'ailleurs extrêmement taylorienne. Il faut savoir que les analyses de Taylor, à l'époque où il officiait, l'ont conduit à formuler un constat qui était le savoir, c'est du pouvoir, disait-il à l'époque. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et ça, c'est pas possible. Et donc, cette logique du changement permanent, c'était, si vous voulez, à double objectif. Le premier, c'est d'introduire un mal-être, un malaise, une souffrance, parce qu'on a déplacé des gens qui travaillaient, par exemple, sur les lignes qui étaient des lignards et on les a mis dans les centres d'appel. Donc on les déstabilisait, on les humiliait, on les mettait à mal. Mais c'est surtout aussi par le changement permanent une attaque en règle des connaissances, des compétences, des savoirs, de l'expérience. C'est une mise en obsolescence de tout le capital de savoir que détiennent les agents ou les salariés et qui leur donne de la fierté, de la sérénité, du bonheur au travail. On fait des choses non seulement utiles parce qu'on est encore dans le service public à l'époque, et en plus on les fait bien parce qu'on est sûr de sa professionnalité, on est sûr de ses compétences et on est sûr de la qualité de ce qu'on va apporter. Le sens du travail, il est là. On sait qu'on est utile. Et on sait qu'on apporte de la qualité. Et effectivement, l'idée principale, nous on avait fait des enquêtes à France Télécom qui disaient que pour eux, les valeurs du service public, c'était les valeurs républicaines. Tous les usagers se valent, comme vous l'évoquiez, tous les usagers se valent, tous les agents se valent, à travail égal, salaire égal, et puis il n'y a pas de hiérarchie non plus symbolique entre l'usager et le professionnel. Ils sont à égalité. Ils disaient, on n'est pas au service des usagers, on est au service du service public. Voilà. Et donc, ça constituait une espèce de logique professionnelle enracinée dans des valeurs de service public qui débouchaient sur des sentiments de sérénité très très forts liés à l'idée qu'on savait à quoi on sert, on savait pourquoi on travaille, on se donnait du mal, c'était pas toujours facile, c'était fatigant, mais il y avait une sorte d'héroïsation aussi du mal qu'on se donne. On est utile et on peut le faire parce que on donne de sa personne pour des choses qui en valent le coup. Et moi, par exemple, une autre anecdote, j'avais fait une enquête dans un centre d'appel de France Télécom. Alors, je me souviens plus exactement de la date, ça devait être déjà dans les premières années des 2000, et il y avait déjà cette commercialisation qui était en œuvre, et il y avait aussi des contractuels. Et sur ce plateau, bon, moi je faisais de l'observation, j'écoutais, je regardais, et il y avait notamment des indications pour avoir des primes, qu'est-ce qu'il faut vendre
Donc il y avait telle et telle chose qu'il fallait vendre ce jour-là. Et puis il y avait donc un jeune en CDD et à côté il y avait une femme un peu plus âgée qui était fonctionnaire. Et j'entendais ce qui se disait. Et j'entends un jeune qui dit à une dame qui voulait demander un échelonnage de sa facture. Voilà, c'est ça. Ce qui était tout à fait prévu. Alors le jeune homme qui dit « Oh, ça va être compliqué, ça va être difficile, je sais pas. » Enfin, bon, vous m'êtes sympathique, je vais vous le faire. Bon, déjà, il truandait un peu, et parce que c'était prévu dans les procédures. Et il dit « Mais en revanche, vous allez bien me prendre. » Alors, un service qui avait un lien avec l'ordinateur, l'informatique. Et la dame disait « Mais qu'est-ce que c'est comme service ?» Alors, il expliquait « C'est pour votre ordinateur. » Il dit « J'ai pas d'ordinateur. » Aucune importance, c'est quand vous en aurez un, vous serez bien contente d'avoir ce service. Bref, il lui fourgue, excusez-moi du terme, ce service qui devait lui coûter quand même quelque chose alors qu'elle demandait un échelonnement de sa facture parce qu'elle était vraiment à court d'argent. Et en raccrochant, le jeune homme, il fait « Yeah !» Et je vois la fonctionnaire à côté qui avait entendu des larmes couler. Et je trouve que ça dit tout sur le sens du travail, la façon dont on s'investit subjectivement dans ce qu'on fait. On met tout de soi dans son travail. Et lorsqu'on fait un travail qui trompe l'usager ou le client à l'époque déjà, qui ne tient absolument aucun compte du sens du travail, de sa finalité, parce que qu'est-ce que le travail ? C'est une expérience socialisatrice à travers laquelle on coopère avec autrui pour satisfaire le besoin d'autrui. Donc on est dans une interdépendance sociale, on est dans une cohésion, on contribue à la pérennité de la société. Et là, c'est tout ça qui est mis à mal. On travaille, comme ça a été dit par le premier intervenant, on fait du chiffre, de la statistique. Il aurait pu ajouter aussi que les salariés et les agents sont mis en concurrence systématiquement, puisqu'ils n'obtiennent pas les mêmes primes. Donc il y a une mise en concurrence de chacun avec tous les autres, ce qui déjà n'était pas cohérent avec l'esprit de solidarité, l'esprit collectif qui caractérisait auparavant les agents de France Télécom qui faisaient partie d'une entreprise dont ils étaient fiers. Il y a une mise en concurrence de chacun avec les autres, comme il y a une concurrence de chacun avec soi-même, parce qu'il faut s'imposer des valeurs, s'imposer des missions qui ne correspondent pas du tout ce à quoi on croit. Ce qui vous anime, ce qui fait que votre travail, vous le supportez et dans les meilleures conditions, même si vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous n'avez pas honte de vous. Or là, ce qu'on entendait des deux intervenants, c'était un qui parlait d'abattement et l'autre qui parlait de dépression. Donc effectivement, quand on fait un travail qui malmène, qui maltraite les clients et qu'on est censé en tirer de la fierté parce qu'on les a eus, voilà, c'est quelque chose qui est profondément dévastateur, profondément délétère et qui atteint la personne au plus profond de soi. Alors, à Orange, il y a cette tendance. Moi, je me souviens très bien, il y a 3 ou 4 ans, j'étais à une tribune avec Stéphane Richard et il faisait la promotion de son nouveau slogan qui était « Le salarié unique et le digital humain ». Voilà. Mais cette idée du salarié unique, elle est féroce, elle est dangereuse, elle n'est pas bonne. Parce que le travail, c'est pas être unique à son boulot, se satisfaire ses propres aspirations les plus égotiques, les plus narcissiques. Le travail, c'est justement, comme je l'ai indiqué, coopérer avec d'autres. Donc on est dans des équipes, on est dans des collectifs, on partage, on a le sentiment d'un destin professionnel commun. Et c'est très très important, on s'entraide, on se transmet des informations. Et voilà, et tout ça est en train de voler en éclats, soi-disant au profit d'une humanisation de l'entreprise qui devient profondément humaine, qui considère que chacun est exceptionnel, que chacun doit être géré en fonction de ses qualités intimes, personnelles. Vous savez que dans le privé maintenant, on recrute, parce que souvent les recruteurs sont
sont des acteurs sous-traités, des salariés sous-traités. Alors on leur demande de recruter non pas des bons professionnels qui connaissent leur travail, qui ont une bonne formation, une bonne expérience, parce que ça, bon, on pourra toujours l'organiser dans l'entreprise. On demande des gens résilients, des gens aptes au bonheur. Parce que, disent-ils, tout le monde n'est pas apte au bonheur. Il y a des gens qui sont plutôt dans le genre dépressif et dépréciateur, et ça, il n'en faut pas dans une entreprise. Donc, ce qui est maintenant à l'ordre du jour dans le management moderne, c'est de mobiliser des dimensions les plus personnelles, affectives, émotionnelles. D'ailleurs, on parle de gestion des émotions. On parle de management des affects. Excusez-moi, c'est pas pour vous remettre en cause, mais il y a un service maintenant, je l'apprends, d'engagement du salarié pour développer, j'imagine, l'engagement des salariés. Bon, enfin, on reviendra peut-être là-dessus. Peut-être j'ai tort, alors excusez-moi par avance, mais il y a toute une focalisation sur les dimensions les plus personnelles, les plus intimes, au détriment de ce qui est le plus fondamental, de ce qui fait la fierté des individus, c'est leur professionnalité. Ce qui les constitue comme des gens qui savent, qui peuvent apporter quelque chose parce qu'ils en ont les compétences, parce qu'ils en ont les savoirs et qu'ils en ont la qualité de l'engagement. On veut répondre à des besoins, on veut pérenniser la société, on veut apporter par sa compétence des solutions à des citoyens, à des usagers ou des clients qui ont des problèmes ou qui ont des demandes. Voilà. Je ne veux pas être trop longue, mais je pense que nous sommes vraiment dans un monde du travail où la modernisation managériale a contribué à 3 effets. 1, la maltraitance des salariés et des agents. La maltraitance, on l'a bien vu dans les témoignages. 2, une relative aussi maltraitance des clients qui sont souvent manipulés par les neurosciences, l'intelligence artificielle, et où les représentants du marketing vous disent qu'ils sont capables de faire acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas encore pris conscience de son désir d'acheter. Bon, il y a une maltraitance des deux, donc des consommateurs comme des travailleurs, et puis une prédation des ressources de notre planète. Donc le travail est ce qui compromet l'avenir de l'humanité sur notre planète. Donc le travail est un enjeu de société fondamental sur lequel l'intelligence collective devrait pouvoir agir pour imaginer, inventer un autre travail, d'autres modes de production, d'autres modes de consommation. C'est une urgence à la fois pour les travailleurs, pour que cesse leur maltraitance, pour qu'on respecte les consommateurs, les usagers, les clients, et aussi pour qu'on respecte la planète. Donc, et je vais m'arrêter là, vraiment, je crois qu'il y a une question fondamentale, mais elle est très très importante, et je m'excuse de la porter en fin d'intervention, c'est que la pérennisation de ce modèle, elle repose sur un élément. Ce modèle dévastateur, ce modèle délétère, repose sur un élément qui est le lien de subordination ou le devoir d'obéissance pour les fonctionnaires. Ce lien de subordination qui est vécu de façon de plus en plus individualisée au fur et à mesure que sont déstabilisés les collectifs et qui fait qu'il n'y a pas de capacité dans ce monde du travail pour les salariés d'introduire une dimension critique, une dimension de contestation, une dimension de proposition, de changement, de réflexion collective pour essayer de sortir de cette tragédie qui risque de nous mener à la perte. Merci Daniel, c'est très intéressant. Caroline, donc nous on est sur les propositions de la CGT, parce que on n'a pas l'intention de se laisser faire. Alors, je sais que dans la salle, il y a des personnes qui se sont inscrites et qui ont posé des questions, donc je vous laisserai le soin de les poser. Il y a aussi des personnes qui se sont inscrites pour voir le film qui est en train de se diffuser et dont j'ai retenu les questions. Alors, il y en avait beaucoup, je ne les ai pas toutes reprises, mais j'ai quand même pris les plus... comment dire ?
les plus récurrentes, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, ce qui vient assez régulièrement, c'est quel plan d'action les élus et mandatés, donc là, ça concerne, peuvent mettre en place et quel rôle ont à jouer les organisations syndicales pour redonner du sens au travail. Quel peut être notre rôle à nous ? Je vais peut-être poser toutes les questions en vrac. Caro, je te laisse répondre un peu comme tu veux. Ou tu veux répondre au fur et à mesure ? Je peux déjà tenter de répondre à celle-là. À celle-là, vas-y, je te laisse la parole. Peut-être commencer moi aussi par un témoignage dans la continuité de ce que Daniel vient de dire. Moi, je suis cadre à la SNCF. Je suis secrétaire générale de l'UGIC, mais je suis cadre à la SNCF au départ. Et en 2007, le PDG de l'époque de France Télécom Orange était venu discuter à la demande de Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF de l'époque, avec beaucoup de cadres porte de Versailles pour expliquer comment il s'y prenait chez France Télécom Orange pour moderniser. Et j'ai retenu 2 choses très violentes. La première, c'était il faut dégraisser les services intermédiaires, sous-entendu qui servent à rien. Et la deuxième chose, c'était il faut que les managers ne connaissent rien à la ligne métier qu'ils encadrent. Et ces 2 éléments-là, violents, je l'ai dit, c'est particulièrement difficile parce que soit vous êtes dans les gens à dégraisser, donc vous ne servez à rien, soit vous êtes manager et vous ne savez pas répondre aux équipes parce que vous ne connaissez pas le métier. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, bon, je ne développerai pas parce que je n'ai pas le temps ici, puis ce n'est pas la question que tu m'as posée, mais quand même, par rapport à la thématique, quand même, par rapport à la thématique du débat d'aujourd'hui qui nous intéresse, c'est quand même criant de vérité, parce que derrière, on fait circuler un service public quand même, avec des risques majeurs de sécurité ferroviaire. Aller vers ce genre de stratégie d'entreprise, c'est dangereux. C'est dangereux pour les gens, pour les hommes et les femmes. C'est dangereux pour les personnes qu'on transporte dans nos trains. Et quelle société on veut construire ensemble ? C'est un vrai sujet. Alors, bon, moi, je veux revenir un petit peu avant de répondre complètement à la question. D'où ça vient ? Quand même, tu l'as dit un petit peu, mais on subit quand même depuis une quarantaine d'années une dynamique libérale à marche forcée, qui, évidemment, pour nos services publics, s'associe à une baisse, une chute d'investissement public, à des privatisations, évidemment, à une libéralisation de la finance, du marché du travail. Et ça plombe pas seulement notre économie, ça plombe pas simplement notre avenir, ça plombe notre travail et le sens même du travail. Et moi, ce que je voulais souligner aussi, c'est que, évidemment, ça dépasse Orange et la SNCF. Quand même, un chiffre qui est important et qui est même inquiétant. On a, depuis fin 2021, quasiment 500 000 démissions de CDI par trimestre. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que c'est un système qui tue l'emploi. Il y a une vraie crise du rapport au travail en France, et particulièrement, singulièrement chez les cadres. Alors, et puis en plus, c'est dès l'embauche. Parce que dès l'embauche, on a de plus en plus de précarité quand on est diplômé. Alors c'est vrai pour les autres aussi, mais c'est particulièrement institutionnalisé quand on est diplômé. C'est les stages, c'est les projets non rémunérés qu'on nous impose pour avoir une expérience professionnelle avant même d'avoir commencé. C'est le bénévolat. Et puis bien d'autres, mais c'est un vrai problème, parce qu'une fois qu'un jeune cadre ou une jeune cadre accède au CDI, qu'est-ce qu'il et elle, et vous le décrivez, les vidéos le prouvent bien, qu'est-ce qu'il et elle sont confrontés ? En fait, ils sont confrontés à la réalité du travail qui est ancrée dans le XXe siècle et qui est parasitée par une vision dogmatique libérale qu'on subit. Alors je vais le caricaturer par le court-termisme financier et ce qu'on a appelé, nous, à l'UGIC, le Wall Street Management, c'est-à-dire le management par le coût financier seulement et sans tenir compte de l'humain. Et les témoignages qu'on a vus tout à l'heure en vidéo sont prégnants et sont très clairs. Alors c'est le toujours plus de profit, le problème. Donc il y a une vraie désillusion des métiers, un manque de sens au travail, de la hiérarchie coercitive, parce que c'est compliqué d'encadrer dans ces conditions. Voire des projets qui heurtent les valeurs, l'éthique personnelle, l'éthique professionnelle, et même ce qu'on nous a enseigné quand on a passé nos diplômes, surtout dans des diplômes à haute valeur industrielle, etc. De plus en plus de cadres veulent un emploi qui leur permette d'avoir plus de temps libre,
un métier qui ait du sens, évidemment, et de s'engager sur les questions sociales et environnementales. Et c'est particulièrement vrai dans la nouvelle génération. D'ailleurs, on a rendu public le dernier sondage via Voice Sugict il y a 2 jours, à la Défense. 48% des cadres sont favorables à une diminution du temps de travail. Ils mettent d'ailleurs l'équilibre vie pro-vie perso en premier dans leur souhait de changement. C'est 60% chez les moins de 35 ans. L'Association pour un réveil écologique a publié en 2022 une étude qui montre que 75% des Bac plus 5 jeunes entrant dans le marché du travail sont prêts à changer d'emploi pour pouvoir travailler sur des enjeux environnementaux, ou en tout cas avec des entreprises qui respectent les enjeux environnementaux. À cela, ça s'ajoute les questions salariales, parce que le manque de sens, c'est aussi un manque de rémunération et un manque de reconnaissance des qualifications. En fait, nos diplômés, dès l'embauche, sont de moins en moins reconnus. Si on compare les salaires d'embauche d'un Master 2 par rapport à 95, on est à moins 200 € net sur le salaire dès l'embauche, et qui se répercute sur les problèmes d'évolution de carrière. Et d'ailleurs, dans notre sondage, les cadres sont 82% à vouloir l'échelle mobile des salaires, que revendique la CGT, qu'on parle souvent, c'est-à-dire avoir un effet domino de l'augmentation des débuts de grille sur l'ensemble des salaires de la grille par entreprise, et qui grimpe en fonction des prix. Alors, évidemment, du coup, pas étonnant que vous ayez choisi cette thématique pour votre table ronde, évidemment. Et moi, j'ai envie de commencer sur la réponse à ta question. Est-ce normal d'avoir une entreprise qui puisse sortir un projet stratégique alors que plus de 40% des cadres de cette même entreprise s'y sont opposés? C'est un vrai sujet, plus que philosophique. C'est un vrai sujet sur les conséquences sur la pratique de nos métiers. Et c'est un vrai sujet que tu as au quotidien. Et évidemment, tu te sens bien seul. Et je pense que c'est aussi un peu le nœud du problème, c'est-à-dire comment le salariat, l'ensemble du salariat, et en premier lieu les cadres qui sont censés être dans une entreprise formés, déployer leurs compétences, et on voit bien que c'est entravé. Comment on peut être plus entendu et écouté et avoir un droit opposable, ce qu'on revendique à l'UGIC-CGT, c'est d'avoir un droit opposable en tant que cadre pour ne pas appliquer une directive qui va contre son éthique professionnelle, contre ce qu'on m'a enseigné à l'école et contre peut-être les salariés que je suis censée encadrer. Alors, tout l'enjeu pour la CGT et son UGIC et l'UFC de la FAPT, c'est de refuser ces conditions de travail, c'est de refuser ces stratégies, et c'est de donner la possibilité à ces cadres, par le biais de cet outil qui est proposé aux salariés, la CGT, de trouver des alternatives et de non pas bifurquer individuellement, puisqu'on a beaucoup de démissions de CDI, puisqu'on a beaucoup de jeunes qui décident finalement de ne pas pratiquer, jeunes ingénieurs, de ne pas pratiquer leur métier qu'ils ont appris et d'aller faire complètement autre chose parce que trop violent, ce que je décrivais. Comment on bifurque ensemble? Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, comment on a des projets alternatifs qui font que dans nos boîtes où on est aujourd'hui, et là en l'occurrence Orange, on a des projets qui vont dans le sens des hommes et des femmes qui produisent l'entreprise, qui produisent les richesses de l'entreprise, comment on réduit le temps de travail, comment on embauche plus, comment on rémunère au juste niveau les qualifications, et comment on fait en sorte de produire sans nuire à la planète. Alors, le premier élément, et on sait je sais par ailleurs que vous êtes en campagne électorale, le premier élément, c'est de voter pour la CGT, c'est de voter singulièrement pour les listes de la CGT, de l'encadrement. Nous avons de nombreux candidats et candidates cadres qui ont besoin d'une meilleure représentativité chez Orange pour porter votre voix et et on a besoin aussi que vous vous impliquiez plus. Pour être à leur côté. Il ne s'agit pas seulement de rejoindre l'UFC-CGT de la FAP d'Orange, mais également et surtout d'utiliser notre organisation syndicale comme caisse de résonance aux mauvaises conditions de travail et, in fine, s'inscrire dans des actions
imaginé par vous, imaginé ensemble et proposé à l'ensemble des salariés. Et nous sommes attendus d'ailleurs sur ces questions-là, parce que 32% des cadres font confiance à la CGT dans notre dernier sondage publié avant-hier et pour les défendre, et 45% le pensent chez les moins de 35 ans. Brillant. Donc voilà, c'est une première réponse et je pense qu'elle est effectivement... ça veut dire qu'il faut qu'on s'y mette tous, quoi. Hein. Alors, il y a aussi une autre question. Alors, c'est pas forcément par rapport à Caroline, c'est comment peut-on intervenir sur la stratégie du groupe quand celle-ci ne nous convient pas? Ça aussi, c'est revenu plusieurs fois. Alors, pas forcément écrit comme ça, mais c'était voilà, ça revient aussi. Comment on peut faire bouger la stratégie du groupe? Comment, nous, salariés, on peut? Alors, on a déjà quelques exemples de salariés encartés à la CGT qui font bouger des projets d'entreprise. C'est des contre-projets qui ont été imaginés par des ingénieurs, des cadres qui sont syndiqués à la CGT. On a par exemple un projet qui a été imaginé chez Renault d'une voiture électrique peu chère. On a aussi un projet à Grenoble dans la métallurgie chez Soitec où l'utilisation de l'eau pour produire leur carte électronique est beaucoup trop importante par rapport à la région et où il y a un contre-projet pour pouvoir recycler l'eau pour pouvoir produire ces cartes électroniques. Parce que il y a des manifestations contre l'utilisation de l'eau à juste titre. Et donc l'idée, c'est que la CGT s'empare de ces questions écologiques aussi pour ne pas amener à la fermeture de l'usine, mais plutôt à responsabiliser et à contraindre l'employeur à responsabiliser l'utilisation de l'eau et plus largement des questions environnementales. On a aussi un autre projet chez Thales où ils produisent beaucoup d'armements et des ingénieurs CGT ont fait le choix d'essayer de revoir la production pour que ce soit quelque chose de plus socialement que ça porte pour la société, etc. Et donc, ils ont un projet qui est en train de voir le jour. Ils ont imaginé que leur outil de production pouvait travailler sur de l'imagerie médicale. En fait, ils ont imaginé le projet, c'est tout à fait viable financièrement et c'est pour montrer qu'on peut produire différemment que ce qu'on propose aujourd'hui. Et c'est des choses qui sont possibles de faire. La CGT, elle sait déjà faire ce genre de choses. On a par ailleurs développé un radar environnemental à l'UGICT qui permet d'interroger via les salariés l'utilisation en fait de l'environnement de l'entreprise pour savoir si elle peut améliorer son impact environnemental et par quel biais et avec des éléments concrets. On a déjà plus de 50 entreprises qui sont en train de le passer. Donc on a des leviers d'action. La CGT en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'elle porte parce que on peut pas faire société ensemble tel que c'est parti et il faut des projets alternatifs. Et dans chaque entreprise, ils sont possibles. Ils sont non seulement possibles, mais ils sont souhaitables et il faut qu'on les construise. Et on ne peut pas les construire sans les ingénieurs, cadres, techniciens qui vivent l'entreprise au quotidien, qui connaissent mieux que personne les dysfonctionnements et les projets alternatifs. Merci Caroline. J'ai une autre question. Alors là, on est plus sur l'organisation du travail. Alors, comment je vais la retraduire? Parce que j'ai fait un copier-coller, là, du coup. Donc, en fait, quelle organisation du travail mettre en place pour les années à venir pour, justement, que ça redonne du sens du travail? Donc là, la personne qui a posé cette question, elle est sur le flex office, le télétravail, les regroupements de sites, voilà, l'éloignement domicile-travail, qui participent aussi à la perte de sens au travail. Donc là, c'est quelle action on peut mettre en place pour avoir des organisations du travail qui permettent l'épanouissement au travail, quoi, en fait. Donc là... Oui. Non, mais je veux bien essayer de... moi, je pense que il faut distinguer l'environnement de travail, qui est certes important,
et le contenu même du travail. Voilà. Alors, on a proposé des open space, des flex office, le télétravail. Bon, alors ça amène des avantages et ça amène des inconvénients terribles, hein. On sait très bien que flex office, télétravail, ça dissout encore plus les collectifs et ça empêche véritablement la possibilité pour ces collectifs de faire ce que vous avez admirablement décrit, ce que tu as admirablement décrit, c'est-à-dire d'inventer, de proposer des projets alternatifs. Et ça, c'est très intéressant. C'est pas en étant tout seul dans son coin qu'on va pouvoir. Mais je crois que si on veut véritablement transformer la relation au travail et donner et sortir, parce que je crois que c'est ça qui est le plus fondamental, sortir les salariés et les agents de leur impuissance. Ils sont réellement dans un état d'impuissance. Ils n'ont pas le droit, une fois de plus, en raison du lien de subordination, de contester, de dire non. Une petite parenthèse, le harcèlement sexuel, ça relève bien de ce lien de subordination qui fait qu'une femme ne sait pas à partir de quel moment elle peut dire bah non, maintenant ça suffit, c'est non. Bon, parce que vous savez que quand on s'oppose, quand on n'obéit pas à son supérieur, on risque le licenciement. Donc, sortir les gens de leur impuissance, c'est faire en sorte, à mon avis, qu'ils aient la possibilité d'intervenir en tant que professionnels, en tant que groupe professionnel, sur la définition de leur travail et des moyens nécessaires pour y parvenir. Alors, c'est intéressant parce que c'est dans une tension, je dirais presque dialectique avec ce que tu dis, c'est-à-dire que à la fois, il faut que les collectifs de professionnels existent et c'est remarquable, fassent des projets alternatifs. Ça, c'est fondamental. Mais il faut bien voir les choses objectivement. C'est difficile parce que le monde du travail est complètement déchiré. Il est atomisé. La modernisation, elle vise à stimuler la concurrence entre les gens. Elle vise à aiguiser les aspirations les plus narcissiques de chacun. C'est, voilà, montre-nous que tu es le meilleur, que tu es le plus fort. Montre-nous qu'on a bien fait de miser sur toi. C'est ça la modernisation managériale. C'est vraiment d'isoler chacun. C'est le salarié unique, hein, gérer chacun dans son unicité. Alors, toutes les modalités, effectivement, de modernisation, télétravail, ça augmente cette dimension. Et je crois qu'il faut penser ensemble à la fois la capacité des professionnels d'inventer, de faire valoir des possibilités alternatives, et en même temps, alors je sais que c'est une question très difficile pour les syndicats de s'en saisir, cette question de la subordination. Il faut vraiment la prendre à bras-le-corps parce qu'elle est complètement archaïque. Cette subordination, elle est contraire à tous les principes de nos sociétés politiques démocratiques, où nul n'est censé appartenir à personne. Or, quand vous entrez dans le monde du travail, avec vos compétences, votre volonté de prendre place de façon légitime dans la société en contribuant à cette société, on vous dit oui, d'accord, tu signes ton contrat, mais tu obéis à ton supérieur hiérarchique, dont je ne sais plus qui avait dit qu'il est censé ne rien connaître des métiers qu'il va encadrer. Nous sommes dans des situations non seulement archaïques, mais complètement folles. Pourquoi cette obéissance a priori? Pourquoi? C'est l'assurance vie de toutes les directions d'entreprise que rien ne pourra changer. Bon, à part ce que tu décris, qui est très important, mais là, on est vraiment dans des groupes de cadres très pointus et on pourrait presque parler d'intra-entrepreneuriat. Hein, c'est la capacité de collectifs professionnels au sein de l'entreprise de proposer autre chose. Moi, je pense que fondamentalement, il faut admettre que le travail ne peut pas relever de ce que tu as très justement dit, la seule rationalité néolibérale de rentabilité à court terme. Parce que toutes les directions de nos entreprises, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées maintenant, sont dans cette logique de rationalisation. Et effectivement, tous les dirigeants ne sont pas des monstres, ne sont pas des pervers, mais ils sont habités totalement par cette rationalité à laquelle ils ont été formés. Ils en sont les meilleurs élèves. Ils en sont les excellents, les plus consciencieux, etc. Ils ne peuvent que continuer à mener le travail sur
c'est dans cette logique, dans cette rationalité de rentabilité à court terme qui mène le monde à sa perte. Voilà. Donc, il faut bien remettre en question la légitimité de ces directions. Or, vous savez, il y a quelque chose qui est quand même très révélateur. En 1998, le CNPF, qui était le Conseil national du patronat français, il s'est rebaptisé le MEDEF, c'est-à-dire le Mouvement des entreprises françaises, ce qui signifie que symboliquement, le patronat est devenu les entreprises. Et désormais, quand vous entendez les représentants du MEDEF s'exprimer, ils disent « Nous, les entreprises, avons besoin qu'eux. Nous, les entreprises, pensons que... » Et ça a été intériorisé par tout le monde, par l'opinion publique, les salariés, même les syndicats. Souvent, les syndicalistes, ils disent « Vraiment, les entreprises, elles exagèrent. » Et moi, je dis « C'est pas les entreprises, c'est les directions des entreprises. » Parce qu'une entreprise, c'est constitué de tous les salariés de la base, des salariés intermédiaires, des salariés supérieurs, du conseil d'administration, des représentants de toutes les cadres. C'est ça une entreprise. Or, depuis la fin du XXe siècle, c'est l'entreprise, c'est la seule prérogative de la direction. Donc, les enjeux du travail et de l'entreprise, qui sont fondamentaux pour l'avenir de notre planète, relèvent uniquement de directions qui sont complètement habité par une rationalité néolibérale qui nous entraîne vers un avenir compromis pour l'humanité. Donc, je voudrais juste dire qu'il faut se battre pour imposer l'idée que les salariés, par définition, ce sont des citoyens et ce sont donc des citoyens libres. Ils doivent avoir la liberté de proposer, de critiquer, de contester. Ils doivent être respectés en tant que professionnels. Si vous voulez, le lien de subordination, ça veut dire quoi? Que le professionnel n'est pas respecté. Quand il dit « je sais que si on fait ça, ça n'est pas bien, ça ne correspond pas aux règles du métier, ça ne correspond pas aux valeurs professionnelles, ça n'est pas une logique citoyenne, etc. » On dira « toi, tu n'as qu'un seul droit, c'est de te taire. » Voilà. C'est pas toi qui décides, tu fais ce qu'on te demande de faire. C'est ça la logique qui domine. C'est ça la logique. Or, cette logique-là, elle est, je dis, l'assurance vie du fait que la rationalité néolibérale va perdurer parce que comment est-ce qu'on peut faire maintenant que le lien de subordination, il est de plus en plus vécu sur un lien personnel, individuel, puisque les collectifs ont été déstabilisés. Auparavant, dans les collectifs, on arrivait à mettre un peu à distance cette subordination parce qu'il y avait la possibilité d'établir un micro-contre-pouvoir en disant va pas trop loin toi parce que sinon on va te coller une greffe du zèle ou on va te... Voilà, on était potentiellement un acteur collectif qui avait la possibilité de dire non là, non. Mais maintenant, avec cette individualisation, avec cette personnalisation, avec cette psychologisation de la relation de chacun à son travail, le lien de subordination, il est vécu personnellement, individuellement, comme une laisse au cou qui fait que si on veut garder son emploi, on ne peut rien dire. C'est pas étonnant le nombre de gens qui démissionnent parce que c'est ou tu obéis ou tu pars. On est dans cette logique-là. Mais comment est-ce qu'on peut continuer de considérer que le travail, c'est un lieu où les citoyens que nous sommes, les consommateurs que nous sommes, les usagers que nous sommes, lorsque nous mettons nos compétences, notre énergie, notre force de travail dans l'activité professionnelle que nous voulons assumer, nous soyons en état de subordination. Enfin, voilà. Bon. Merci Daniel. Oui, vas-y Magali. Ouais, je voulais juste réagir en disant que paradoxalement, la communication qui est de plus en plus faite en ce moment, c'est de mettre en avant les collaborateurs. Parce que je pense que vous avez peut-être suivi, quelques-uns d'entre vous, une petite présentation de notre directrice générale avec la nouvelle directrice de la communication. Et il a été, alors j'ai pas relevé, mais je crois qu'il y a des camarades qui ont relevé le nombre de collaborateurs. Le terme a été utilisé à un nombre très très important.
Et c'est paradoxal parce qu'en fait, c'est pas forcément les sentiments qu'ont les salariés. Et ils se sentent salariés, certains se sentent encore fonctionnaires. Enfin, les statuts sont différents au sein de notre entreprise. Et de rassembler les salariés en disant vous êtes les collaborateurs, c'est un leurre. Mais on n'en est pas dupe. Hein, donc, Il y a une histoire de ce mot aussi. Hein, les collaborateurs en France, c'est pas un mot neutre. Donc voilà. Je voulais juste réagir par rapport à ça. Mais que tu as raison, et c'est un mot du patronat, parce que c'est pas qu'Orange, hein, je le dis. Hein. C'est très révélateur ce terme-là, et la sémantique est effectivement très importante, et on doit y veiller, ça fait partie de la lutte. Hein. Et là, en fait, pour résumer, ce qu'on parle là, c'est de la démocratie dans l'entreprise. C'est ça qu'il faut qu'on gagne. Il faut qu'on se mette en lutte, il faut qu'on soit le plus nombreux possible pour gagner la démocratie au sein de l'entreprise. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de démocratie dans l'entreprise. Il faut qu'on gagne des droits nouveaux. Il faut qu'on gagne des droits nouveaux pour que nos élus et mandatés puissent avoir un vrai pouvoir sur les instances décisionnaires. Et ça, il n'y a que... voilà, on est en période électorale, voilà. Plus on sera nombreux à porter ça, et plus on aura de chances... d'aboutir, quoi. Hein. Je pense qu'on peut résumer, et ça participera aussi à redonner du sens à notre travail, parce que pouvoir intervenir aussi sur les organisations du travail, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Hein, je pense qu'il y a des gens qui se mettent en télétravail, pas forcément pour de bonnes raisons. Hein. C'est aussi pour fuir un environnement hostile, en fait. Hein. Et donc ça participe au repli sur soi. Voilà. Donc là, on est à la fin donc, de notre échange, mais maintenant, on va aborder les débats. Si vous avez des questions à poser ou si vous avez des témoignages à apporter, n'hésitez pas. On vous passe la parole, il y a un micro. S'il y a quelqu'un qui veut bien prendre le micro là pour le passer dans la salle. Il y a Jérôme devant qui veut... Alors, quand je connais les gens, je prendrai leur prénom, sinon je pointerai du doigt. Oui, bonjour. Alors, moi, j'aurais une question à vous poser. Vous avez dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, les managers, on les recrutait et que la condition, c'était qu'ils ne connaissent pas le métier des gens qui managent, en gros. Donc, moi, la question que je me pose, c'est comment faire prendre conscience à toute cette catégorie de managers de premier niveau qui vit très mal la situation, hein, parce que quand on est un peu sur le terrain, qu'on échange avec eux, on voit qu'ils ne sont pas bien. Comment leur faire prendre conscience qu'eux aussi, ils ont sûrement un rôle à jouer pour redonner du sens à leur propre travail à eux, mais aussi pour redonner du sens au travail de leurs salariés. Parce qu'on voit que dès le premier niveau chez Orange, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Les salariés n'ont globalement pas trop confiance en leur manager. Un, parce qu'ils ne connaissent pas leur boulot. Et deux, parce que ils ont constamment en fait, des réponses soit complètement qui n'ont rien à voir avec les questions qu'on peut leur poser, ou soit ils bottent en touche parce que ils savent qu'au-dessus, il y a une espèce de chape de plomb au-dessus d'eux qui leur interdit de trop parler ou qui les oblige à avoir une certaine réserve. Donc je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse là-dessus. Caroline, tu veux... Oui, il marche, oui, c'est bon. Sur cette question, en fait, il existe des moyens relativement simples. On peut, puisqu'ils ne peuvent pas s'exprimer individuellement, on peut tout à fait utiliser l'outil syndical pour construire avec eux un cahier revendicatif précis des attentes qu'ils ont par rapport à leur hiérarchie directe. Et en premier lieu, justement, la connaissance de leur métier, de manière à ce qu'ils puissent les aider, le cas échéant, quand il y a une question technique qui se pose, et ne pas simplement être sur du management, comme décrit tout à l'heure, c'est-à-dire du management où on subit des décisions qui n'ont parfois aucun sens avec le métier qu'on pratique. Et là où moi, je pense pas simplement que les projets alternatifs peuvent être faits par des cadres dirigeants. Je pense qu'il y a dans le quotidien des salariés, peu importe la catégorie, des propositions pour améliorer ici et maintenant leur travail. Et c'est à nous, à la CGT, de leur proposer
de construire ensemble ces projets alternatifs, qu'ils soient des projets de stratégie industrielle ou qu'ils soient des projets locaux d'amélioration du quotidien des salariés. Merci. Alors, il y a Laurent juste derrière. Ah, pardon, Je vais Daniel. essayer de répondre. Oui. Ce qui se passe, c'est que ce que vous décrivez, c'est pratiqué vraiment de façon extrêmement globale. Il existe des cabinets de consultants internationaux, des experts qui sont censés détenir les connaissances les plus récentes, les plus adaptées, etc., qui font en permanence du benchmarking, donc qui surveillent ce qui marche le mieux, ce qui est le plus efficace, selon toujours la même rationalité néolibérale, et qui décident du travail comme d'organiser le travail dans n'importe quel secteur, n'importe quelle entreprise. On leur demande surtout d'avoir une vision abstraite, de manière à dire si ça marche là, il n'y a pas de raison que ça marche pas là. Voilà. Et les managers donc, que vous décrivez, ils font partie de cette logique. Ils sont pas là pour connaître le boulot, ce sont pas des experts, ce sont des managers. Ils sont là pour mobiliser, pour motiver, pour discipliner, pour stimuler, et ils sont supposés utiliser les process, les procédures qui sont relayées par les logiciels. Donc, il y a une logique là-dedans. La logique, c'est mobiliser, stimuler, etc. On n'a pas besoin de connaître le boulot parce que on est moins, quand je dis on, c'est au niveau de la direction, on est moins sensible aux dimensions professionnelles que de la capacité des gens à s'adapter et à exécuter ce qu'on leur demande d'exécuter. C'est ça la logique. Et donc, je dirais, ça paraît totalement aberrant pour tout un chacun de se dire on est dirigé par des gens qui ne connaissent pas notre boulot. Non, il y a une logique là-dedans, parce qu'il y a des process, des procédures, des protocoles, des nomenclatures, des codifications qui sont prévues d'avance et qui sont relayées par les managers qui sont censés trouver les moyens de motiver, de contrôler, de vérifier, de stimuler, etc. Donc malheureusement, il y a une logique là-dedans qui est une dépossession de la professionnalité d'une partie de la ligne hiérarchique qui est là pour exécuter. Pardon. Il y a une revendication qui est à construire au plus près du terrain, mais on pourrait tout à fait exiger que 30% des managers soient issus de la promotion interne. Donc, soit issus des lignes métiers. Alors, je dis 30. Peut-être ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tout cas, se dire que il faut refaire travailler l'ascenseur social. L'ascenseur social des salariés issus de l'entreprise qui ont à cœur de faire fonctionner l'entreprise et de gravir les échelons pour pouvoir après faire profiter de leur parcours professionnel et donc de leur forte technicité à des strates plus hautes dans l'entreprise. Deviennent des supports qui puissent trouver des solutions, qui puissent aider, C'est ça le rôle d'un manager, c'est d'apporter des solutions quand il y a des difficultés, quand les gens sont un petit peu en rade, etc. Ils sont incapables de le faire. Ils ne peuvent que faire culpabiliser les gens, les pénaliser, les menacer. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Merci Daniel. Donc je vois des mains qui se lèvent. Donc il y a Laurent. Oui, on a parlé là tout à l'heure. Effectivement, le débat pose deux questions. Celui de la démocratie et aussi celui de la finalité de la production. Aujourd'hui, on produit pourquoi ? Est-ce qu'on produit pour des usagers ? Non. Est-ce qu'on produit pour des clients ? Non. On produit pour faire du profit. Partout, pas simplement du profit à court terme, du profit tout court. Si on prend que la question des gaz à effet de serre, on continuera de produire du pétrole et du gaz tant que ce sera profitable. Et quand je dis on au sens le plus large du terme, nous, l'humanité. On parlait de bifurcation, il y a une bifurcation nécessaire à faire de ce côté-là. Clairement, il faut arrêter de produire pour le profit et essayer de se mettre à produire pour l'utilité écologique et sociale. Alors ça, on est dans un grand thème comme ça, mais comment est-ce qu'on fait pour avancer là-dessus concrètement ? Et là, je reviens sur la démocratie.
Je pense que c'est par la démocratie dans l'entreprise qu'on va pouvoir petit à petit faire avancer les consciences. Et en ce moment, à Orange, on se heurte à une question démocratique qui a toujours existé, mais qui est d'autant plus prégnante maintenant, puisque le travail est en train de changer. On nous parle de travail hybride, c'est-à-dire qu'on travaille en partie sur le lieu de travail et en partie chez soi. C'est une évolution qui existait déjà, qui a été très fortement accélérée par le Covid et donc le fait de rester chez soi. Et donc, un travail hybride ne peut que correspondre à un syndicalisme hybride. Et lorsqu'on est sur site, on va voir les salariés et on peut discuter avec eux. Mais lorsqu'ils sont chez eux, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met à leur envoyer des mails. Et là, de par la puissance exagérée, mais fortement exagérée du lien de subordination, on nous l'interdit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à la CGT? On n'aime pas qu'on nous interdise les choses, donc on les fait quand même. Et comme l'employeur n'aime pas quand on le fait quand même, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous censure, il nous bloque. Et donc, on est dans un jeu, on est en train d'entrer dans un jeu un peu absurde, où il nous coupe nos adresses mail, on en crée une nouvelle, on fait passer un ou deux mails, puis il coupe, et puis on en recrée une nouvelle. Donc, on va les embêter. Moi, je suis pour qu'on les embête jusqu'à ce qu'ils acceptent la discussion et qu'on ait un accord où le fait de pouvoir utiliser les outils modernes, on est quand même dans une entreprise de communication. La première entreprise de communication de France, les communications syndicales 2.0 sont interdites. C'est quand même fort. Donc, continuons sur la démocratie, on va continuer sur le terrain et aussi par les mails, par tous les réseaux sociaux, pour leur imposer la démocratie. Une dernière intervention et après on pourra continuer les débats, y compris celui-ci, autour d'un, je ne sais pas si on peut appeler ça un cocktail, enfin un sucré-salé en tout cas qui nous attend. Anne nous dira où nous rendre. Ouais, vas-y, à toi. Oui, bonjour à tous. Je vais faire très vite du coup. C'était pour vous donner un petit éclairage d'une entreprise extérieure à Orange et vous faire un petit salut. Donc moi, je suis élue CGT chez Nestlé, qui est pas loin d'ici. D'ailleurs, on est voisins. On est d'ailleurs à côté de la Poste. On est en pleine élection comme vous, professionnels, avec aujourd'hui début de notre premier tour. Je voulais juste faire un petit mot rapide pour vous dire qu'effectivement, on a exactement les mêmes préoccupations. Hein. On est effectivement une entreprise qui a toujours été privée, bien sûr. On a des différences importantes, comme le fait qu'on n'a jamais eu de mission de service public. Et d'ailleurs, ce qu'on produit, on ne peut pas dire que ce soit du service public, loin de là, très très loin de là. Mais bon. À part ça, on a exactement les mêmes problématiques de recherche du sens au travail. Alors, souffrance au travail est énorme chez Nestlé. Moi, j'en accompagne tous les jours. Pratiquement, j'ai des appels de salariés et des besoins d'accompagnement. On a le même langage avec les collaborateurs. Alors ça, on en entend à toutes les sauces. Pareil, alors la préoccupation du profit avant tout, ça identique. Hein, je dirais que c'est peut-être encore pire chez Nestlé. On est une entreprise qui effectivement qui ne raisonne que comme ça, hein, qui communique beaucoup autrement, mais qui raisonne finalement que profit, hein, clairement. On a le statut des managers vraiment semblable, avec des managers effectivement qu'on recherche de plus en plus comme étant qui doivent effectivement faire du management, mais sans connaître le fond du métier. Ça, c'est vraiment semblable. La peur des salariés d'émettre des critiques ou de proposer des alternatives, etc., etc. Voilà. Moi, je veux pas la déqualification des postes identiques. Enfin, vraiment, on se retrouve dans plein de problématiques. Alors, un petit éclairage différent. Par contre, on est effectivement, comme on est une entreprise qui n'est pas française, puisque notre maison mère est en Suisse. Effectivement, ça complique les choses, je dirais.
ça complique encore les choses. Alors notamment par rapport à la déqualification des postes, parce que maintenant les postes sont internationaux, enfin finalement plein de choses sont décidées au niveau zone ou au niveau monde, et finalement on se retrouve avec des postes qui sont vidés de leur substance, hein, beaucoup plus sans doute qu'ailleurs. Voilà, donc c'est peut-être ce qui nous différencie de vous. Voilà, ça modifie pas le fonctionnement néolibéral, mais effectivement ça complique notre action syndicale parce qu'on a nos directions qui parfois s'hébergent justement sous le fait qu'on soit une maison mère en Suisse pour dire que ils sont impuissants à changer les choses ou qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ont des directives, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas, on se retrouve vraiment, et je pense que on peut peut-être conclure en disant soyons solidaires les uns envers les autres. Agissons ensemble. Peut-être on peut trouver des moyens d'agir collectivement entre entreprises. Voilà, je pense que ça peut être une perspective d'amélioration des choses. Oui, merci. Effectivement, les solidarités interentreprises, je me comprends, salariés d'entreprises et y compris internationales, sont extrêmement importantes. Donc là, je vous propose de conclure là-dessus et sur cet excellent débat où vraiment c'était en tout cas moi c'est ce que j'ai pensé, vraiment très très intéressant et très enrichissant. Donc Stéphane, si tu veux bien diffuser la vidéo de Sophie. En novembre prochain, vous allez être amené à voter pour élire vos représentants à Orange. Voter, c'est très important pour 3 raisons. La première, c'est que ce sont vos représentants qui siégeront au CSE et qui pourront vous accompagner individuellement face à votre employeur en cas de problème, intervenir sur les questions de santé, de sécurité ou encore de harcèlement sexuel et intervenir sur la question des orientations stratégiques et de la situation économique de l'entreprise. La deuxième raison, c'est que les résultats de ce vote déterminent la représentativité des organisations syndicales et donc notre capacité à négocier en votre nom au niveau d'Orange, mais aussi au niveau de votre branche professionnelle et au niveau national interprofessionnel. Et donc, c'est les résultats de ce vote qui donnent notre capacité ou non à signer des accords. Et puis, le troisième enjeu de ces élections, c'est qu'en fonction de notre représentativité issue de votre vote, c'est ça qui détermine le nombre de conseillers prud'homaux pour chaque organisation syndicale et donc la couleur des juges qui vous défendront si jamais un jour vous avez un conflit avec votre employeur et que vous devez aller devant le conseil des prud'hommes. Donc tout ça pour dire en résumé que voter c'est extrêmement important. Alors voter oui d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait voter CGT ? Eh bien il y a 3 particularités qui font toute la singularité de la CGT dans le paysage syndical. La première c'est que la CGT rassemble l'ensemble des salariés quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle en traitant les spécificités qui concernent particulièrement les cadres et les professions intermédiaires grâce à son UGICT, l'UGICT CGT qui par exemple a été à l'origine de la proposition sur le droit à la déconnexion qui est rentrée maintenant dans le Code du travail depuis 2017, l'UGICT qui travaille beaucoup sur les questions de télétravail, qui a fondé et créé un observatoire du télétravail et qui négocie actuellement au niveau européen via notre organisation européenne qui s'appelle Eurocadre, l'UGICT qui s'est battu pour le statut de l'encadrement qui garantit le maintien, la pérennité du statut cadre et de l'APEC, et l'UGICT CGT qui a été parmi les premières dans les années 2000 à dénoncer le Wall Street Management, le management par les coûts, qui a fait des ravages notamment à France Télécom et a proposé d'autres modes de management basés sur le fait de tout simplement nous laisser bien travailler et respecter notre travail et notre professionnalisme. Donc première raison de voter CGT, nous rassemblons l'ensemble des salariés tout en ayant un travail spécifique sur la question des cadres et des professions intermédiaires grâce à l'UGICT CGT. La deuxième raison, c'est que les élus CGT sont combatifs tout en étant porteurs de propositions. Vous êtes dans un contexte aujourd'hui à Orange où les relations sociales se tendent fortement. La preuve, c'est il y a un projet de rupture conventionnelle collective en cours avec de nombreux départs qui sont annoncés, des réductions dans les coûts partout, le retour d'un management délétère qui
avait été dénoncé à travers le procès de France Télécom et qui aujourd'hui refait surface. Et donc, dans ce contexte-là, vous avez besoin d'avoir des élus combatifs, indépendants des directions, qui seront en capacité de poser toutes les questions qui dérangent et de faire des propositions pour régler les problèmes. Et puis, la dernière caractéristique des élus de la CGT, c'est de ne jamais prendre les décisions tout seul et pour les décisions importantes, de toujours demander l'avis des salariés. La CGT, elle informe toujours tous les salariés de ce qui se passe dans les instances représentatives du personnel, dans les négociations. Et avant de prendre des décisions importantes, notamment de décider de signer ou non un accord, on consulte les salariés et c'est l'avis des salariés qui détermine la position que nous tenons dans les négociations parce que nous pensons que notre rôle d'organisation syndicale, c'est de représenter les salariés et donc en permanence de prendre votre avis et de faire avec vous, pas à votre place. Donc pour toutes ces raisons, en novembre prochain, vraiment votez CGT. Alors, il n'y a rien à rajouter. Hein. Voilà. Donc, je remercie beaucoup Caroline, Daniel et Magali d'avoir assisté à cette table, d'avoir apporté leur éclairage qui était vraiment très enrichissant. Merci de votre participation et votre écoute.